de TV Liberté, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour Louis. Bonjour Anne, bonjour Anne. Vous avez été au cinéma et vous avez vu beaucoup de choses. Bonnes ou mauvaises. Bonnes ou mauvaises. Moi je rappelle, et je fais ma pub pour Bienvenue au Gondwana, parce que je trouve que c'est quand même le film du moment en cette époque électorale où vraiment beaucoup de choses idiotes sont dites. Et c'est une satire africaine de la démocratie, de leur démocratie, mais aussi de la nôtre. Et ça fait un bien fou. C'est un film d'une grande finesse, sans les caricatures habituelles, ni sur les Blancs, ni sur les Africains, qui se moquent au contraire de ces caricatures. Et le réalisateur et metteur en scène est vraiment quelqu'un de très très fin. C'est un Nigérian. Et donc, allez-y, vraiment, vous m'en remercierez. À vous. À vous les studios. C'est ce que vous allez vouloir dire en sortant des Gardiens de la Galaxie 2. Oui. Voilà, qui est le premier film que je j'ai vu vous cette admire, semaine. Maxime, parce que franchement... Alors vous savez, parfois dans le cinéma, il y a des explications qui tiennent à la beauté d'un film, à la réputation d'un réalisateur, aux amis qui vous disent ce film est extraordinaire, parfois vous regardez Anne Brassier qui vous a dit ce film est une pépite, et puis parfois, plus prosaïquement, c'est le seul film qui joue à l'heure qui vous arrange à l'UGC Montparnasse. Mais dans ces cas-là, vous prenez un livre, Maxime. Ah ben oui, mais si je prenais un livre à chaque fois que je m'apprête à voir un mauvais film, vous auriez peu de chroniques cinéma ici, ma chère. Donc, par respect pour nos spectateurs ou téléspectateurs ou interneto-spectateurs, je vais parfois voir des films pourris, mais on me murmure en régie que le film est formidable, donc tous les goûts sont dans la nature. Alors, quelle est l'histoire des Gardiens de la Galaxie numéro 2? C'est donc la suite du numéro 1. Les Gardiens de la Galaxie, c'est une petite troupe composée de 5 ou 6 personnages, dont un bout de bois qui bouge et qui parle, et un écureuil qui est aussi mécanicien, pilote d'avion et qui tire avec des armes tout à fait étonnantes. Oui, c'est tout ça est tout à fait logique, oui. Normal. Et donc, on commence... Et donc, ces Gardiens de la Galaxie sont en quelque sorte des détectives privés ou des gens... C'est un peu... Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série américaine qui avait beaucoup de succès dans les années 70 et 80, qui était l'Agence Tourisque. C'est l'Agence Tourisque de l'espace, mais sans le nous sommes dans et le l'espace. cigare en moins. Nous sommes dans l'espace, évidemment, à une époque indéfinie. Et donc, nous commençons cet opus numéro 2 avec les Gardiens de la Galaxie qui viennent d'accomplir une mission pour une sorte de tribu d'êtres célestes couleur or. Et ces Gardiens de la Galaxie vont, à l'issue d'une course-poursuite dont le sens échappera assez considérablement aux spectateurs, vont être sauvés par un personnage. Et ce personnage s'avère être le père du héros. Donc le héros retrouve son père, donc séquence émotion. C'est ça, oui. J'ai vu la scène. Et alors évidemment, son père n'est pas n'importe qui, puisque son père n'est autre qu'un dieu. Voilà, un dieu avec un petit d, c'est-à-dire un dieu qui se crée lui-même, crée sa propre planète. Et donc le héros découvre qu'il est un dieu, c'est peut-être pour ça qu'il était aussi fort depuis le début. Et là, évidemment, alors je dévoile une partie de l'intrigue, hein, ne m'en veuillez pas. Non, mais ne restons pas toute l'émission sur les gardiens de... D'accord. Et donc merci. là, évidemment, vous savez, dans toute histoire un peu conte de fées, c'est le moment fatidique qui arrive, puisque en fait, ce dieu est évidemment un mauvais dieu, hein, un mauvais génie, pourrait-on dire, qui en fait fait des enfants à toutes les créatures qu'il peut trouver, de tous les peuples. C'est très mythologie grecque, ça. C'est tout à fait mythologie grecque, de façon à en trouver un qui puisse à terme récupérer ses pouvoirs divins. Et c'est ce qui arrive avec notre gardien de la galaxie. Le but étant qu'à l'aide de ses pouvoirs divins, il puisse transformer le monde entier pour n'être que lui. Hein, vous voyez, donc là, on est dans le côté un peu le méchant qui rêve que le monde entier soit à son image. Hein. C'est un acte politique totalitaire. C'est un film qui vient d'où ? Ah bah c'est américain, bien sûr. On revient quand même toujours dans le Dr No, dans le James Bond. Je veux diriger le monde et je veux que tout le monde... Alors lui, il ne veut pas diriger le monde, il veut simplement détruire la galaxie pour que la galaxie entière soit lui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on appelle l'idéologie du même. Ça, c'est Alain de Benoît. Et donc, évidemment, toute la question, c'est est-ce que le fils va être sur la trace de son père, qu'il a retrouvé, ou bien est-ce que le fils va combattre son propre père au risque de devoir abandonner sa condition divine pour n'être plus qu'un homme qui va être avec ses amis. Bon,
Évidemment, très intéressant, il va finalement. abandonner cette dimension divine pour être sauvé par ses amis, donc la famille qu'il a choisie par rapport à cette famille qu'il n'a pas connue et qui veut l'enfermer dans un rôle qui est anti-humain. Et les Gardiens de la Galaxie s'en sortent, et donc on devine qu'il y aura un opus numéro 3. Alléluia, nous sommes sauvés. Donc courez voir le 2, sinon vous ne comprendrez peut-être pas l'épisode numéro 3. Mais c'est donc un dessin animé ou un film? Non, c'est un vrai film, c'est une sorte de Star Wars du pauvre. Avec beaucoup d'effets spéciaux, mais c'est des hommes et des femmes. Alors, pour moi, c'est beaucoup trop d'effets spéciaux, c'est-à-dire que ça tape un peu sur le système. Il y avait un bon point pendant le film, c'est que dans cette salle à l'UGC Montparnasse, on capte les SMS, ce qui permet d'organiser le dîner qui suit. Il y a toute chose Maxime, merci. Mais j'ai vu un deuxième film qui... Mais alors, on va donner la parole à Louis, si vous voulez bien, pour alterner vos voix. Alors, pourquoi pas? Moi, je suis allé voir un film, alors, moins grand public, ça c'est certain. Donc, La colère d'un homme patient, Tarde para la ira. Donc, le premier film d'un acteur espagnol. Un film espagnol, oui. Raúl Alevaro, je crois. C'est son premier coup d'essai. L'histoire est très, très discrète, finalement. On a même parfois on ne sait pas vraiment on ne connaît pas vraiment les motivations des personnages. Mais un braquage à Madrid, dans les années 2000, contemporain, se passe mal. Et le chauffeur chargé de récupérer les malfaiteurs, les braqueurs, se fait arrêter par la police. Et puis, évidemment, va purger 8 ans de prison. Il ne dit rien pendant ces 8 années. Mais en sortant... Et en sortant, il est censé retrouver sa famille, ou sa femme qui vient le visiter de temps en temps. Visite assez... opulente, on va dire. Comment une visite en prison est opulente? Comment dire? Voilà, charnel. Il y a des choses qu'effectivement dont un homme ne peut se passer, même en prison, surtout en prison. Mais c'est toute une éducation, vous savez, l'abstinence. Effectivement. Mais en tout cas, cet homme a eu donc entre-temps, avec sa femme qui venait le voir, un fils. Et récupérant sa petite famille, il se rend compte que sa femme s'est éloignée de lui. Et notamment pour se rapprocher d'un certain José, qui, on va le comprendre, je ne veux pas dévoiler trop vite l'intrigue, mais qui, on va le comprendre, est lié intimement au braquage. Mais de l'autre côté, puisque lors de ce braquage, une employée de la banque est décédée à la suite des coups extrêmement violents, et le gérant de la bijouterie, pardon, c'était pas une banque, a fini dans un état végétatif. Et donc, c'est toute l'histoire d'une vengeance extrêmement violente, extrêmement crue. Le film a été interdit aux moins de 12 ans. Merci de nous prévenir. Il faut prévenir, mais c'est dans son genre, d'abord un très beau film, tourné avec d'antiques moyens. Aujourd'hui, nous parlions des effets spéciaux des Gardiens de la Galaxie 2. Eh bien, ce film est tourné en 16 mm, donc il a dû être développé en Roumanie, d'après ce que j'ai vu, pour pouvoir paraître au cinéma, parce qu'ils n'ont plus en Espagne les studios nécessaires pour développer ce genre de film. Et le film est très juste, très sobre, très froid. Les acteurs sont vraiment très bons, je les ai trouvés excellents. Et c'est un film donc effectivement très violent, qui pour un premier coup d'essai est vraiment à aller voir dans le genre, à voir aussi d'un côté qui peut de temps en temps parfois m'a rappelé le côté glaçant de Cimino, dont nous parlions juste avant. Oui, mais dans Cimino, il y a des moments de grande peine, de grande tristesse, de grande angoisse, mais il y a des moments de grande joie. Dans Voyage au bout de l'enfer, il y a cette scène de mariage polonais qui est fabuleuse. Dans Les Portes du Paradis, que je viens de voir, c'est un film que je voulais voir depuis des années, il est passé sur le petit écran, dans sa version complète. Oui, puisqu'il faut dire que la version avait été censurée tellement le cinéma avait trouvé ça mauvais. Le premier film avait été de 214 minutes, ce qui est énorme, mais ça le justifiait totalement, puisque c'est la marche des émigrés en 1890 qui arrivent à l'Est, à New York, et qui, avec leurs chariots, vont vers l'Ouest. Ils ont un acte de propriété, c'est tout ce qu'ils ont. Ils sont dans une pauvreté effrayante. Ils viennent d'Allemagne, de Pologne,
d'Autriche, et ils s'installent, ils campent, ils s'organisent, mais certains sont très pauvres et vont voler une ou deux vaches aux éleveurs texans. Et alors là, si vous voulez, le syndicat des éleveurs ne trouve pas ça du tout possible et entreprend une expédition pour en tuer 135 d'entre eux. C'est absolument atroce. La bataille finale est extraordinaire entre les éleveurs et toutes ces populations qui font avancer leurs chars. C'est vraiment un moment d'anthologie. Mais il y a deux scènes sublimes, qui est la première scène de graduation à Harvard, ces jeunes hommes qui vont rentrer dans la vie, avec une danse sur l'herbe absolument ravissante. Et la deuxième scène, qui est aussi une scène de bal, qui fait écho, bien sûr, à la première scène, c'est la danse des émigrés en patin en roulette. Ils dansent sur du violon, et c'est vraiment très, très joli. Alors évidemment, il y a tous les poncifs du Far West, hein, avec la prostituée qui est jouée par Isabelle Huppert, qui parle anglais comme une vache espagnole. On se dit, mais elle est quand même gonflée, elle pourrait avoir un petit peu entendu les sonorités de l'anglais. Enfin, c'est pas très compliqué. À moins qu'elle soit sourde, elle peut entendre. Donc, elle parle anglais. Bon, elle joue bien, c'est exact, mais on a un peu honte pour elle qu'elle ne sache pas prendre cet accent qui est quand même pas si compliqué que ça à apprendre. Et puis c'est bon. Elle n'aime peut-être pas les chewing-gums. C'est un accent l'éternel problème de la prostituée qui veut se faire épouser, comme dans tous les films de Far West. Mais c'est vraiment un très très beau film. Voilà, fin de la parenthèse. Et le lien, effectivement, si j'ose dire, on peut le faire avec ce film espagnol, c'est que il y a une petite scène dans l'église, mais c'est pas dans une église orthodoxe, vous vous en doutez, puisque chez Cimino c'est orthodoxe. Ici, c'est une petite scène dans une église catholique. D'ailleurs, assez amusante. Cette petite scène est au cœur du film. Je ne sais pas si c'est voulu par le réalisateur, mais pour quelqu'un qui cherche justement à se venger et qui le fait de manière quand même extrêmement violente, ça n'est peut-être pas anodin. Alors c'est une église catholique post-Vatican II, vous voyez ce que je veux dire. La messe est dite face au peuple. Bon. Alors un autre film, toujours américain, cher Maxime, c'est Corporate. Eh bien non, c'est un film français, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors c'est un film... Pourquoi il s'appelle Corporate? Parce que... Êtes-vous corporate, ma chère Anne? No, respectez-vous, êtes-vous totalement dévoué à votre entreprise? C'est ça la vraie question du film. Enfin si, je suis dévoué à TV Liberté. C'est un film qui n'est, d'un point de vue photographique et du jeu d'acteur, pas exceptionnel, il faut le dire quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est un film qui décrit avec une certaine justesse les relations de l'entreprise d'aujourd'hui. Alors, l'histoire en deux mots, c'est l'histoire d'une héroïne qui est la responsable RH de l'entité financière d'un grand groupe qu'on devine... RH étant relations humaines. Relations humaines, bien sûr. Tu sais, il y a des tas de gens qui ne vivent pas dans des grosses sociétés et donc... Dont on devine qu'ils s'occupent d'eau, une grande multinationale. Et ce groupe, comme beaucoup de grands groupes français c'est Veolia, alors? On ne sait pas, ça s'appelle Ezen. Voilà. Et ce groupe a un plan qui s'appelle Ambition 2016 et qui consiste à virer 10% des gens. Ce qu'on appelle une ambition. Et son travail à elle, c'est de virer les gens, mais attention, sans que ça coûte d'argent, c'est-à-dire pousser les gens à la démission. Au départ, oui. Et en fait, le film débute avec un des collaborateurs qui se suicide au bureau. Et ensuite, la machine infernale se met en place. Elle-même découvre à quel point l'entreprise est perverse, va être à son tour victime du procédé, de la même démarche. De la même ambition. En fait, elle va être le lanceur d'alerte qui va aider l'inspection du travail à faire tomber son boss. Et donc, en réalité, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'il décrit avec beaucoup de justesse, et à mon avis, il est même en dessous de la réalité, avec beaucoup de justesse, la réalité de ces grands groupes français qui sont
quasiment l'intégralité des très grandes sociétés internationales que nous avons dans notre pays, alors qu'ils appellent ça ambition, stratégie, construisons ensemble. Je ne cite aucun nom, mais bon, construisons ensemble, ça veut dire que vous allez tous vous entraider pour vous virer les uns les autres. Construisons ensemble, ça existe vraiment. Hein, c'est dans un grand groupe bancaire français. Et donc, en réalité, on voit bien toute la déshumanisation qu'il y a derrière ça. Et ce qu'elle explique très bien, à la fin, à l'inspectrice du travail, c'est qu'en fait, son travail à elle consiste à recruter les gens qui sont les moins malléables, les plus fragiles. Et l'arme, évidemment, n'est pas de se résumer au harcèlement moral. L'arme, c'est par exemple de choisir une personne qui a des charges de famille insurmontables. Par exemple, vous, Anne, qui avez une famille en France, on va vous dire, eh bien, ma chère Anne, j'ai une opportunité formidable pour vous. Vous êtes nommé, voilà, vous êtes nommé directeur général de nos usines du nord de la Norvège. Et là, vous allez me dire, j'ai une famille, je ne peux pas. Donc, je vous dis, c'est malheureux. C'est ça ou rien. Les seules possibilités pour vous. Vous pouvez peut-être emmener votre famille. Donc là, vous allez me dire non, je vais vous expliquer que je suis affreusement désolé. Bref, vous démissionnez. Et donc, cette jeune fille, à un moment, quand elle commence à justement prendre conscience et dénoncer, son boss vient la voir et lui dit j'ai une opportunité formidable pour toi. Tu es nommé DRH dans notre antenne de New York. Tu verras le bureau à vue sur Central Park. Il faut une réponse demain. Et là, elle comprend qu'elle aussi s'est fait ambitionner 2016 à son tour. Donc, c'est un film évidemment qui n'a pas tellement d'intérêt cinématographique, mais qui a un intérêt sociologique. Et qu'à mon sens, il faut voir et peut-être faire voir, et en particulier aux jeunes générations et même aux plus anciens, parce que c'est souvent eux qui sont les victimes. Pour les armées. Pour les armées, et surtout peut-être pour les jeunes, pour former leur conscience et leur montrer que d'une certaine manière, quand on accepte de jouer le jeu de ce type de structure, on est complice, et que c'est parce que nous sommes tous complices que ce système que le processus peut perdure d'une façon aussi perverse. Voilà. Donc c'est un film plutôt moral, parfois un peu nunuche, mais qui est à voir sous cet angle-là exclusivement. Très, très bonne remarque. Merci beaucoup, Maxime. Un ciné-club ? Ah oui, effectivement, puisqu'il faut quand même faire la part un petit peu aux plus anciens films. Et donc, pour ceux qui ont la chance d'habiter Paris, et notamment le 5e arrondissement... Ou d'y aller en week-end. Ou d'y aller en week-end, tout à fait. Eh bien, il y a quand même quelques bons films, puisque cette semaine ne fut pas particulièrement riche. Eh bien, quelques bons films. Toujours, évidemment, la rétrospective Bergman au Champeau. À voir, puisque nous avions évoqué la dernière fois, enfin, il y a quelque temps, Persona, La Source, film extrêmement dur, qui relate quand même l'histoire d'une famille qui va devoir être confrontée dans la société médiévale du Danemark ou de la Norvège, je ne sais plus exactement, qui va devoir être confrontée au viol et à l'assassinat de leur fille unique. Donc c'est vraiment un film extrêmement difficile, avec toujours ce rapport à la religion de Bergman, propre à Bergman, mais bien sûr, évidemment, mardi soir, le 7e saut, alors qui est sans doute l'un des plus grands films qui a jamais été fait. Je l'ai pas encore vu. Et ça, il faut impérativement le voir. C'est quelque chose d'absolument fabuleux, époustouflant. La danse macabre que l'on y voit est extraordinaire. Et de toute façon, c'est un grand film. Il y a également La règle du jeu de Renoir, parce qu'il faut quand même mettre un petit peu en avant nos réalisateurs. On a quand même là, j'ai trouvé, je viens de le voir, il est passé aussi à la télévision, je l'ai trouvé absolument sinistre. Musset dit la même chose, on ne badine pas avec l'amour. Les personnages changent d'amour et c'est sinistre, mais c'est infiniment plus élégant. Là, c'est pathétique. Eh bien, j'ai trouvé pourtant que dans la règle du jeu, du moins, il y a au contraire une grande élégance. Mais Renoir, effectivement, a été beaucoup critiqué pour tu as raison, il y a une élégance humaine. Les vilains, les légers ne sont pas si légers que ça, ne sont pas si exploiteurs que ça. Et les apparences sont trompeuses. Mais c'est quand même le portrait d'une société qui va mourir, nous sommes en 1939, où les hommes sont tous impuissants, non pas physiquement, mais intellectuellement. Il n'y en a pas un qui est capable de prendre l'héroïne dans ses bras et de l'embrasser. Mais c'est justement ça. C'est étonnant. Et on se dit, pas étonnant
pas étonnant que la défaite arrive. Ce ne sont plus des hommes, ce sont des fantoches. Regardez l'époque à laquelle nous vivons. Est-ce que tu trouves que c'est ça? Le héros masqué, il emmène sa belle sur un scooter acheter des croissants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À peine masqué. Louis, est-ce que mais bien sûr, vous pensez que ma vision... Bien sûr, mais c'est la vision que voulait mettre en avant Renoir. Il faut d'ailleurs dire qu'à propos de la règle du jeu, les éditions MK2 Bibliothèque, à la bibliothèque et d'autres, ont publié ont ressorti une version donc, de la règle du jeu, avec des suppléments et notamment des commentaires de mon ancien professeur de latin en Hippocagne. Donc il faudrait, ne serait-ce que pour ça, c'est très intéressant et justement il nous éclaire sur ce film qui n'est pas si évident, puisque Renoir, on le voit souvent, c'est quand même l'auteur des Bas-fonds, l'un des films les plus prodigieux en 1936 du cinéma français. C'est un film extrêmement poignant, très social. Là, effectivement, il s'en éloigne complètement parce qu'il entre dans l'univers de la grande bourgeoisie. Mais il est un peu quand même un peu caricatural. On a l'impression que il réagit là un peu en homme de bien à gauche. C'est facile de dire. Là, je ne serais pas tout à fait d'accord. Nous entrons dans un autre débat. Je pense que j'ai senti une espèce de... Mais vous avez raison, les personnages sont très intéressants. Mais il y a un certain malaise tout le long du film. Mais c'est au moins un film qui questionne. Moi, je vais vous dire, j'en ai un petit peu ras la casquette, si vous me passez cette expression vulgaire, de tous ces films français qui sont nunuches, où on vous explique, c'est un peu comme les humoristes d'aujourd'hui, si vous voulez. Bon, Desproges dénonçait les faux résistants, notamment la personne de François Mitterrand. Bon, aujourd'hui, c'est mes chaussettes sales, ma nouvelle copine, le hamburger. Oui, ça a baissé d'ambition. Au niveau zéro. Et aujourd'hui, on a quand même des films qui font, en général, qui ne poussent aucune réflexion ou qui sont dans une caricature. On pense au film Chez nous, dans cette période électorale à nouveau. Qui est toujours à l'affiche. Qui est toujours à l'affiche et qui était absolument pathétique. Et au moins, chez Renoir, effectivement, il y a des choses qui sont sordides, qui sont dérangeantes. Moi, c'est un film que je n'aime pas. Mais en tout état de cause, c'est un film qui provoque autre chose qu'un rire gras, mais une réflexion sincère et même un débat. Non, vous avez raison. On a oublié, il faut rappeler aussi qu'il faut voir À bras ouverts. Mais alors qu'il le fait sur le mode beaucoup plus caricature grotesque et qui mais n'est pas du tout. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. La critique d'ailleurs ne s'est pas trompée puisque Libération a traité le film d'abject. Et en effet, pourquoi le film est abject? Parce qu'il contredit complètement toutes leurs thèses. Notamment, ils estiment qu'on ridiculise les Roms. Les Roms ne sont pas du tout ridiculisés. Le père de famille Rom interdit qu'on viole sa fille. Et ça les enquiquine, pardonnez-moi l'expression, puisqu'une fille doit être prise dès l'âge de 14 ans. Donc ça les embête. Donc ils disent que, pour tuer le film, ils disent que ce film est raciste. Il ne l'est en aucun cas, à aucun moment. C'est une famille très sympathique, avec ces débiles qui cherchent, pas des souris, mais dans les taupes. Qui attrape les taupes dans le... Mais Clavier est bien caricatural. Le problème, c'est que c'est une caricature des bobos de gauche. Et ça, Libération n'a pas supporté. Et je peux vous dire qu'on rit bien quand même dans tout le film. Donc, résumons-nous. Amis de TV Liberté, vous avez toujours bienvenue au Gondwana, donc À bras ouverts, Corporate et La colère d'un homme patient. Et si vous aimez les espaces intersidéraux, Les Gardiens de la Galaxie 2. Et évidemment toute la rétrospective. Les rétrospectives Bergman et Jean Renoir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Au revoir, chers amis de TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Marion Sigaud pour son 16e livre. Le 17e est déjà apparu. Elle va très vite. Elle travaille beaucoup et très tôt le matin. Très tôt le matin, à partir de 5 heures. Oui. Alors, Marion nous offre donc ce 16e livre sur un sujet triste, les droits sexuels
et la destruction programmée de l'enfance et de la famille, avec une très belle préface de Jean-Michel Vernochet. Que je remercie et que je salue. Marion Sigaud, qui offre de très beaux livres, lui, sur la politique au Moyen-Orient. Mais nous allons le recevoir prochainement. Ce livre, Les droits sexuels, s'inscrit dans la suite de votre première découverte sur les malheureux enfants de l'hôpital général sous Louis XV. C'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est parce que j'ai découvert la réalité de ce qu'on appelle la pédocriminalité que j'ai voulu savoir ce qu'il en était historiquement. Ah oui. Donc ma première démarche a consisté à essayer de comprendre ce qui se passait aujourd'hui. Voyant l'énormité de l'horreur, j'ai voulu savoir ce qui s'était passé dans l'ancien temps. J'avais comme intuition qu'il y avait des choses à chercher du côté de la tentative d'assassinat contre Louis XV, qui avait la réputation d'avoir aimé les petites filles. Et c'est pour percer ce mystère que j'ai repris mes études d'histoire et que je suis devenue historienne. Donc, de travailler aujourd'hui sur les droits sexuels actuellement, ça s'appelle boucler une boucle, en fait. Puisque je suis passée par l'histoire pour arriver oui, je suis passée par l'histoire et j'arrive maintenant à ces conclusions et à ces découvertes absolument terrifiantes qui ont donné lieu à ce livre, qui est une commande. C'est Jean-Michel Vernochet qui m'a demandé de faire ce livre. Alors, Jean-Michel Vernochet, dans cette excellente préface, donc c'est aux éditions Sigeste, rappelle que le grand Attali a prôné et prône depuis quelques années l'amour collaboratif. Ça vient de sortir, c'est une nouveauté. Jusqu'à présent, c'était réservé à des petits groupes de gens. Et maintenant, ils veulent que ce soit généralisé. Un peu comme Kinsey aux États-Unis. La dernière fois que vous êtes venu, c'était pour nous parler de cet individu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était ce personnage sur lequel Judith Reisman a écrit un livre pour démontrer la supercherie du comportement de cet homme qui était pourtant un savant au départ. C'était un savant, mais il était spécialisé dans l'étude des guêpes, donc il n'avait pas grand-chose à voir avec la sexualité humaine. Et s'il a fait tout ce pseudo-travail sur la sexualité humaine, c'est parce qu'on est venu le chercher. Et si on est venu le chercher, c'est certainement parce qu'il donnait les garanties. Il sert à l'heure actuelle de référence, il sert toujours de référence à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire. Toute cette histoire de droits sexuels s'appuie sur les pseudo-travaux de Kinsey, qui a consisté en son temps à faire croire que les comportements sexuels des Américains qui se croyaient chastes, fidèles et sérieux. Et qu'il était dans la majorité, parce que la société protestante était extrêmement prude. Absolument qu'il l'était, et ça Judith Reisman le dit. Elle quelques exceptions près. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Donc, il a démontré que cette image que les Américains avaient d'eux-mêmes était fausse, parce que, en fait, les Américains étaient des partouzeurs, des sodomites, les femmes avortaient à qui mieux, ce qui n'a pas de réalité, ce qui n'avait pas de réalité. En tout cas, en changeant l'image que les gens avaient d'eux-mêmes, on a fini par changer les mœurs. Et beaucoup plus grave, on a fini par changer le code pénal. Et c'est au cœur de l'ouvrage de Judith Reisman. Changer le code pénal, c'est décriminaliser ce qui a été considérés dans la société pendant longtemps comme des crimes, à savoir les agressions contre les femmes et les enfants. Alors on invente maintenant un truc, les droits sexuels, tout ça, ça sera avec le consentement des gens, mais bien sûr, Alors oui, ils ont franchi une étape supplémentaire. Alors il y a changer le droit, instaurer l'éducation sexuelle. Terrifiante aux États-Unis et maintenant en France. Et puis une étape de plus avec cette décision de l'ONU sur les droits sexuels. Alors, il faut que je revienne à ce que je m'apprêtais à dire sur Kinsey, puis je me suis un petit peu perdue. Kinsey est l'inventeur d'une notion absolument terrifiante qui est « les enfants sont sexuels dès la naissance ». Voilà. « Children are sexual from birth », qui est une affirmation qui ne consiste pas à dire qu'on est avec un sexe masculin ou féminin, ça tout le monde le savait déjà, on n'avait pas besoin d'Alfred Kinsey, mais qui consiste à dire les enfants ont des désirs d'ordre sexuel, c'est-à-dire qui les poussent vers l'activité sexuelle dès leur naissance. Et ce qui est absolument terrifiant dans cette assertion, c'est que pour pouvoir l'affirmer, pour pouvoir la développer, il a fallu que Kinsey, et ça c'est tout le mérite revient à Judith Reisman de l'avoir découvert, il
il a fallu que Kinsey et ses collaborateurs fassent des expériences sur des centaines d'enfants, expériences qui s'assimilent à de la torture et à du viol. Voilà. Donc le postulat à partir duquel le postulat d'où tout découle concernant l'éducation sexuelle, c'est celui-là. Les enfants sont sexuels dès la naissance, et c'est un postulat que tout le monde tire des travaux de Kinsey, et Kinsey a violé des enfants pour l'affirmer. C'est-à-dire qu'en fait, toute la politique mondiale en matière de sexualité part d'une entreprise criminelle, ni plus ni moins. Criminel. Et ça n'a jamais été dénoncé, dans ce sens que jamais aucune enquête indépendante n'a été diligentée pour savoir ce qu'il y avait derrière Kinsey et l'Institut Kinsey. Donc les enquêtes ont été faites par des gens indépendants. Aucune institution, aucune instance n'a jamais voulu enquêter sur Kinsey. Or, toute la politique sexuelle, que ce soit celle de l'ONU ou que ce soit celle des gouvernements français qui se succèdent, est basée sur les études de Kinsey. C'est monstrueux. C'est tout simplement monstrueux. Alors cette étude est parue, cette étude de Judith Reisman est parue chez Contre-Culture. Chez Contre-Culture au mois de décembre dernier. Qu'est-ce qu'il a été décidé à l'ONU ? Alors l'ONU, à partir des travaux de Kinsey, a décrété ce qu'on appelle les droits sexuels, c'est-à-dire que vous avez les droits de l'homme, vous avez le droit à ceci, vous avez le droit de cela, et maintenant vous avez les droits sexuels. Alors on sait très bien que l'ONU n'a pas possibilité de légiférer, mais les instructions de l'ONU, les modèles de l'ONU, sont bien évidemment le point de départ des changements des législations partout dans le monde. Bon, l'ONU, que ce soit au niveau de la santé ou de l'environnement ou de ce qu'on veut, à partir du moment où l'ONU a décrété, les décisions des États suivent de près. Et la déclaration des droits sexuels, qui date de 2008, a déjà des applications absolument partout, puisque l'éducation sexuelle est devenue maintenant... On peut le voir en France, alors je ne suis pas allé voir comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas pour la France, c'est une évidence. Maintenant, on va prôner les droits sexuels à partir de la naissance, puisque c'est le postulat de Kinsey, et on promeut non plus l'éducation sexuelle à l'école, mais l'éducation à la sexualité, c'est-à-dire qu'il n'est plus que question, c'est déjà acté dans un certain nombre d'expériences ont déjà été faites, on va enseigner aux enfants, dès le plus jeune âge, à avoir une activité sexuelle. Or, il semble, malgré tout, que l'enfance soit précisément la période de la vie qui précède la vie sexuelle. Donc, on va briser l'enfance. On est en train de briser l'enfance. C'est une monstruosité, pour moi, c'est le mal absolu. C'est le mal absolu, c'est l'extrémité de la... Qui a intérêt à faire des enfants des objets sexuels ? Les pédophiles. Les pédophiles. Les pédophiles, c'est aussi simple que ça. Toute personne qui considère que son activité sexuelle est son droit, qui dit « mon plaisir est mon droit », a intérêt à voir les enfants livrés à ces fantasmes et à ces turpitudes. Mais on a envie de vous dire de parler de cette histoire de droit. À partir du moment où on réclame les droits, j'ai un droit, la phase d'après, c'est je réclame d'autres droits, j'ai tous les droits. Est-ce qu'il n'y a pas une perversion déjà dans le problème du droit ? Mais je pense que, absolument, le droit, c'est l'ensemble des règles qui régissent la vie en commun. On a inventé, parce que le droit régresse, le droit de. J'ai bien le droit, j'ai le droit de ceci, j'ai le droit de cela. Et bientôt, j'ai tous les droits. Et bientôt, j'ai tous les droits. Et c'est pas seulement ça, c'est que le droit de s'oppose à celui qui est en face. Imaginons, vous avez le droit d'être logé. Bon, un jour ou l'autre, on va vous dire, cette personne a le droit d'être logée, elle n'a pas de logement, vous en avez un, allez partager. On va vous expulser. On va vous expulser. C'est un peu ce qui se passe maintenant avec la pression sur les migrants. Ces gens-là ont le droit de... Incidemment, j'ai trouvé dans la déclaration des droits sexuels qui date de 2008, les droits des migrants. Les droits des migrants, c'est extraordinaire, parce que la vague migratoire, elle est beaucoup plus récente que ça. Ça veut dire qu'elle était déjà dans les plans. Et on a vu, effectivement, l'application des droits sexuels pour les migrants
On l'a su par Cologne le 31 décembre de l'année dernière, mais ça s'est passé dans plusieurs capitales à la fois. Des migrants qui étaient arrivés depuis 6 mois, se sont précipités sur des femmes autochtones pour faire valoir leurs droits sexuels. Ils avaient bien le droit puisqu'ils avaient envie. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils... j'ai quand même envie de dire comme font les grands prédateurs dans la savane. Ils ont entouré, ils ont fait un cercle d'hommes qui se tenaient par les bras, donc qui faisaient rempart, après avoir emprisonné quelques femmes pour leur faire subir ce dont ils avaient envie. Et alors, il y a une chose que je voudrais ajouter à ça. Quand j'ai fait ma première vidéo pour dénoncer les droits sexuels, des gens ont dit « mais c'est une menteuse, elle n'est pas allée jusqu'au bout ». Il est dit partout que ce sera sans coercition ni violence. Alors c'est vrai, c'est dit partout sans coercition ni violence. Mais comment pouvez-vous avoir des droits sur les autres? Parce que le droit sexuel, c'est un droit sur l'autre. Il n'y a pas de sexe sans partenaire. Donc comment pouvez-vous avoir des droits sur les autres si vous n'avez pas de... si tous les droits de l'autre sont respectés? Eh bien, j'ai trouvé comment fait la Déclaration des droits sexuels. Ils introduisent la notion de sexe transactionnel. Et ça veut dire, c'est la prostitution. Alors, qu'est-ce que c'est que le sexe Le sexe transactionnel, c'est le sexe peut servir à négocier quelque chose, c'est-à-dire un étudiant pauvre, une étudiante pauvre va pouvoir... il paraît que... Pas plus tard qu'avant-hier, il y avait un sujet sur TF1, à 8h du soir. On a interrogé des jeunes femmes qui, pour payer leurs études... on y est, c'est ça. Ça sera le sexe transactionnel. C'est-à-dire qu'on va dire, regardez, ces malheureux migrants qui n'ont pas, les malheureux, les moyens de faire valoir leurs droits sexuels, on va leur ouvrir des bordels. Mais écoutez, les jeunes gens et les jeunes filles, là, qui avaient des difficultés, attendez, on a un job tout trouvé pour vous. Vous allez vous prostituer. Ça sera bien parce que ça va supprimer la violence, comme si c'était pas déjà en soi une violence, la prostitution. Et puis on va pouvoir régler le problème de tous ces malheureux migrants. C'est ça, là, je veux dire, le bout du bout, c'est monstrueux. C'est monstrueux, c'est une monstruosité. Il n'y a pas de civilisation au monde qui n'édicte comme règle de base la continence tous les rites étudiés par Lévi-Strauss montrent qu'il y a une date avant la puberté et après, et qu'on rentre dans une époque adulte seulement à un certain âge. Mais non seulement ça, mais il n'y a pas de civilisation dans laquelle les droits sexuels soient valables. Je veux dire, le sexe est réservé d'une part à l'intimité, au couple et à la reproduction. Ça ne peut pas être une activité prise en charge par l'État. Je veux dire, à partir du moment où l'État va organiser, ils vont organiser quoi? Des cours de sexe? Oui, mais l'État pénètre partout maintenant. Mais l'État pénètre partout. L'État pénètre. Alors, le droit sexuel, c'est quoi? C'est le droit de jouir. Alors, c'est un droit de jouir? Alors on va pouvoir se retourner... Attendez, c'est quoi le droit de jouir? On va aller voir la police en disant « Attendez, j'ai le droit de jouir et j'ai pas joué. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense qu'il y a un sursaut qui est nécessaire maintenant. Je suis pas du tout une mère la pudeur, hein. Pas le moins du monde. Non, vous n'avez pas donné cette impression, Marion. Non, je ne l'ai jamais été, je ne vais pas le devenir maintenant. Je pense qu'il est absolument indispensable que la population se ressaisisse et exige que le sexe retourne dans la sphère privée d'où il n'aurait jamais dû sortir. Voilà. Le sexe, maintenant, c'est devenu une affaire publique, une affaire d'État. Non, non et non. Non et non. La pudeur existe. Toutes les civilisations ont toujours posé des règles extrêmement strictes à la vie sexuelle des gens. C'est depuis que le monde est monde, c'est depuis qu'il y a une humanité. On ne va pas brusquement se dire que, sous prétexte de libération et de progrès, tout le monde va avoir le droit de coucher avec tout le monde et en public. C'est non, c'est non. Remettons le sexe à sa place, qui est l'intimité, le couple et le sacré. Le sacré, parce que dans toutes les civilisations, c'est sacré, le mariage est sacré. Et la vraie liberté. Mais la vraie liberté, c'est le choix. Le choix. On a vu dans toutes les rues de nos villes des publicités tout azimut pour l'amour dit collectif, pour reprendre l'expression d'Athalie. Alors je la prends en arrivant, parce que moi j'habite à la campagne et on n'a pas encore ça. Les publicités s'étalent au plein jour. Oui, c'est une... L'amour à 1, à 2 ou à 3. Alors il y a eu cette campagne absolument infernale où on voyait 2 hommes pour aider l'association Liberté Politique, je crois,
remporté une victoire, a obtenu l'arrêt. À peine on les interdit d'un côté, ils reviennent de l'autre. C'est une agression. Moi, j'ai pas envie de savoir comment les autres font. Je ne veux pas avoir ça sous les yeux. Ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Et surtout, il faut retirer ça des yeux des enfants. Mais comme disait Judith Reisman à ce même micro, chers amis de TV Liberté, si vous avez envie d'écouter l'interview qu'on a faite de Judith Reisman, il est sur Perles de Culture. Les puissances financières qui sont derrière sont gigantesques. Absolument. Alors il y a un marché énorme qui est le marché de la pornographie. Et la pornographie est le moyen de rendre les gens impuissants. Il faut quand même le savoir. Il y a, dans le même temps, on promeut l'avortement tous azimuts, parce que ça, c'est une réalité, et d'un autre côté, le porno. On va vers la fin de notre humanité si ça continue comme ça. Les hommes sont rendus impuissants par la pornographie, et les femmes avortent à longueur de temps. Puis alors, il y a un autre drame que vous soulignez à la fin de votre livre, c'est les enfants qui sont enlevés aux mères, dont les services sociaux disent qu'elles ne peuvent pas les élever. Alors, au lieu de les aider, on leur prend les enfants pour après les donner à des gens qui sont peu recommandables. Je pense que j'ai sous-titré le livre « La destruction programmée de l'enfance », dont on vient de parler par l'éruption du porno et de la sexualisation, mais également de la famille. Parce que derrière ce plan, il y a, au prétexte de protéger l'enfance, de retirer aux parents leur autorité sur les enfants. Les enfants vont avoir des droits, le droit de dire non, qui implique également le droit de dire oui, parce que si vous n'avez pas le droit de dire non, si vous avez le droit de dire non et que vous n'avez pas le droit de dire oui, ça n'a pas de sens. Et l'idée est de faire en sorte que les enfants, à qui on va dès le plus jeune âge, dès 4-5 ans, expliquer qu'il a des droits et qu'il a le droit de décider pour lui-même, on va passer par-dessus l'autorité des parents. Et la fin de l'autorité parentale, c'est la fin de la protection de l'enfance. Donc, au nom de la protection de l'enfance, c'est-à-dire ce qu'on appelle les droits de l'enfant, c'est une horreur. Les droits de l'enfant, j'ai compris, c'est une horreur. Au nom des droits de l'enfant, on va cesser de protéger les enfants. Et c'est aux parents de protéger les enfants. Le problème, c'est que ces parents sont eux aussi dans le collimateur de la justice dans certains pays. Il y a des parents allemands à qui on a enlevé leurs enfants parce qu'ils refusaient l'éducation sexuelle à l'école. Absolument. Alors, oui, un père allemand a fait 15 jours de prison, je crois, pour avoir refusé que sa fille, qui s'était évanouie à l'issue d'un cours d'éducation sexuelle, il avait refusé qu'elle y retourne et il a fait de la prison ferme. Il y a encore aussi grave que ça, c'est l'interdiction de la fessée. Vous avez, au prétexte d'interdire la fessée, des enfants en Suède qui sont retirés à leurs parents, non pas parce qu'ils ont reçu la fessée, mais parce qu'ils ont fait savoir devant témoins qu'ils en avaient reçu la menace. Or, si vous ne... Je veux dire, la fessée, ça va, j'en ai reçu, je ne sais pas. S'il y a des choses qui m'ont traumatisé dans la vie, c'est pas ça. C'est pas ça. La fessée, c'est du domaine de la famille, de ce que décident les parents pour leurs enfants. Si les parents n'ont plus le droit de corriger leurs enfants, les enfants vont devenir les maîtres et malheur à la ville. Dans Le Prince est un enfant. C'est une horreur. C'est une horreur. Les enfants sont là pour être protégés, pour être formés, pour être choyés et pas pour être exploités et surtout pas pour prendre les décisions pour eux-mêmes. Et toute la logique des droits sexuels consiste à dire que les enfants ont des droits et ils ont le droit de décider pour eux-mêmes. C'est la fin de l'enfance. Et l'enfance, c'est notre avenir. On a besoin d'enfants. Concluons en disant que nous n'avons aucun droit, nous n'avons que des devoirs. Nous avons des droits aussi. Je pense que les parents ont le droit d'élever leurs enfants. Les parents ont le droit d'élever leurs enfants. Oui, non, mais je fais une allergie au mot droit, si vous voulez. Non, mais le droit, c'est une grande et belle chose. Le droit de, c'est une arnaque. Le droit au palais de justice, oui. Le droit de justice, non, c'est le droit des homosexuels de se marier, etc. Ben, tout le monde a le droit de. Non, le droit de, c'est l'ennemi du droit. Merci. Le droit avec un grand D qui s'oppose au droit de avec un petit D. Merci beaucoup Marion Sigaud. Excellente conclusion. Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille, avec une préface de Jean-Michel Vernochet, et c'est publié chez Chizest. Merci beaucoup. Alors à très vite pour le 17e livre sur... Le tournant de la Régence. Retour à l'histoire de France. De France. Merci beaucoup Marion Sigaud. Merci Anne Brassier. À très vite. Au revoir chers amis de TV Liberté.
Chers amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique de défense du patrimoine, nous avons invité un homme parfait dans le domaine, Alban Darguin. Bonjour monsieur. Bonjour Anne. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Éolienne, un scandale d'État. C'est dans la collection Pourquoi du site Synthèse. Synthèse étant une revue politique extrêmement affûtée qui est publiée tous les 3 mois, que vous trouvez sur Internet à synthèse-édition.com, 9 rue Parrot dans le 12e. Et vous êtes monté au créneau donc pour dénoncer ce scandale. Pourquoi avez-vous pris le mors aux dents ? Ah ben j'ai pris le mors aux dents parce que, ayant bourlingué pas mal dans ma vie professionnelle, j'ai décidé d'aller atterrir dans l'ouest de la France. Vous êtes un jeune retraité ? Je suis un jeune retraité. Merci du compliment, il me plaît beaucoup. Je vais vous remettre au travail. Enfin, remarquez, vous le trouvez, le travail. On l'a trouvé. Et en fait, on a acheté avec mon épouse une propriété dans l'ouest de la France. Oui. Et quelques mois plus tard, j'ai appris qu'un projet éolien allait se construire un petit peu plus loin. Alors, on a monté une association, on s'est battu. On a gagné d'ailleurs, et ça c'est une bonne nouvelle. Mais je serais on peut gagner. On peut gagner, mais bien sûr qu'on peut gagner. Il n'y a pas de désespoir à avoir sur ces sujets. D'ailleurs, les associations gagnent de plus en plus. Oui. Moi, je reçois tous les jours des informations d'une association qui est près de Limoges. Oui. Donc, je vis ce combat au jour le jour, et je vois avec bonheur que il y a de plus en plus d'associations et qui arrivent à gagner et à bloquer les projets. Oui. Voilà. Et donc, ayant travaillé la question dans ce cadre-là, sur un cas in vivo, et je me suis dit, je ne peux pas ne pas prendre la plume et creuser véritablement devant tout ce que j'ai vu, qui allait aux limites de l'écœurement. On en parlera peut-être, mais il y a des choses épouvantables derrière ce sujet des éoliennes. C'est un scandale d'État. Et donc, j'ai pris la plume et j'ai fait ce livre en me disant, avec 2 objectifs finalement. Le premier objectif, c'est de décortiquer ce qu'est ce projet éolien et cette énergie du vent, entre guillemets. Et puis le deuxième, c'est aussi de donner des outils à l'occasion aux associations de plus en plus nombreuses qui se montent en France pour les aider à gagner du temps et à trouver les bons arguments. Il y a d'ailleurs un index thématique où ils peuvent se rendre directement. Qui leur fait gagner beaucoup de temps normalement. Alors, premier petit fait, 14 000 éoliennes en Arizona qui rouillent. Qui rouillent, absolument. C'est tout de même une indication. C'est emblématique. C'est emblématique. Alors c'est à la taille du pays, certes, mais c'est révélateur. Les Américains se sont jetés à corps perdu, comme les autres, sans trop réfléchir sur l'industrie de l'éolien. Il y a toujours des gens qui pensent que ça doit être merveilleux et qui peuvent faire des choses. Et puis finalement, aujourd'hui, les États-Unis, comme un certain nombre de pays, dont l'Allemagne, ont arrêté l'éolien une fois pour toutes dans l'immédiat. Alors, ils ont arrêté l'éolien, mais ils n'ont pas arrêté les industries qui construisaient les moteurs des éoliennes. Oui, absolument. Et là, donc il y a 2 poids, 2 mesures. En fait, il y a 2 types de construction. Il y a le pylône, le mât, et puis il y a la partie aérogénérateur. Et c'est évident que les industriels, il n'y en a pas en France, les industriels, ils sont allemands, ils sont danois, il y a un industriel de bonne taille qui s'appelle Gamesa en Espagne, mais ils concentrent, puis un peu d'Américains, puisqu'ils n'ont plus de débouchés sur les États-Unis, ils ont tendance à se rabattre sur l'Europe. Alors, revenons à toute la structure de votre livre, qui est très plaisante parce qu'en fait, vous axez toute votre démonstration sur la défense du beau, du bien et du vrai. Alors, le beau, on va passer assez vite parce qu'en fait, c'est tellement évident. Ah, attendez. J'ai rencontré, à ma grande surprise, des gens qui m'ont véritablement soutenu l'idée que c'était magnifique.
ces colonnes blanches qui sont souvent hiératiques, qui ne bougent pas, parce que comme ça ne marche que quand il y a du vent, et que les crânes d'eux qui ont pensé à ce système-là n'ont pas réfléchi au fait que le vent ne soufflait pas 24 heures sur 24. Donc finalement, il y a des gens qui trouvent ça beau. Il faudrait les exposer. Mais enfin, il y a aussi une perturbation du sens du beau dans notre pays. Bien sûr, il y a un dévoiement du sens du beau. Il faudrait recadrer. C'était l'occasion aussi de le recadrer. Il faudrait recadrer. Alors, et puis le scandale, c'est qu'il s'attaque maintenant, à des sites absolument magnifiques, puisque les côtes de France sont attaquées, de Dieppe à Noirmoutier. Absolument. On va miter maintenant la mer. Oui. Donc nos côtes. J'aime bien quand vous parlez de mitage, parce que ça c'est un des acquis du régime socialiste de ces 5 dernières années, à savoir la loi Brottes en 2000. À peine ils étaient arrivés avec les écologistes, dès 2013, ils ont déverrouillé les programmes éoliens qui avaient quand même certaines contraintes. Et un des déverrouillages qu'ils ont fait, c'est de supprimer ce qu'on appelle la règle des 5 mâts, qui existait précédemment, qui obligeait tout programme éolien à avoir au moins 5 pylônes, c'est-à-dire 5 éoliennes. Alors ils l'ont fait sauter. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on assiste à un mitage du territoire. C'est-à-dire, on fait, sur une commune, on met 3 éoliennes ou 2 éoliennes. Et puis, comme il y a une commune limitrophe à côté, on en met 3 de l'autre côté, ce qui fait que pour eux, ils s'y retrouvent. Mais ça permet de déverrouiller un certain nombre de projets et de dénaturer encore plus les paysages de France. Alors pour revenir quand même à l'offshore, puisque vous parliez de la mer, donc la France a voté, sur les injonctions de l'Europe, a voté un programme d'éolien en mer sur 6 sites. Et comme vous le disiez, ces sites vont de la Normandie à la Bretagne. De la Haute-Normandie, qui et est finissent, exactement. Et finissent voir des éoliennes devant les falaises, faut quand même le faire. Il faut avoir envie de... c'est sidérant que ça... Et c'est Ségolène Royal qui a tranché là-dessus, sur les sites, au mois de juillet 2016. Voilà. Et dont Noirmoutier et l'Île-Dieu pour la dernière, la plus au sud. Alors donc le beau est attaqué. Le bien est attaqué aussi. Pouvez-vous nous donner des exemples, ne serait-ce que pour le mal que font ces éoliennes aux habitants, ceux qui habitent autour, et aux animaux et à la terre. Alors, sur le plan des habitants, en fait, la France, et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre « Scandale d'État », la France est le seul pays éolien. Bon, il y a la Belgique qui raisonne sur une règle un peu différente, mais qui au final, ça ne touche pas énormément de parcs. Mais en France, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Italie, par rapport aux États-Unis, mais qui ont stoppé maintenant, nous avons le périmètre de sauvegarde des riverains qui est le plus court, il est de 500 mètres. C'est fou, ça. Et c'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État parce que les gens souffrent dans leur chair. C'est vraiment une atteinte au bien. Et ils le savent. Et donc, l'Académie de médecine, en 2006, avait dit il ne faut pas d'éoliennes à moins de 1500 mètres minimum de toute habitation. Et là, non, on est à 500 mètres. Alors, les hommes, les animaux. Mais les hommes, c'est gravissime. C'est vraiment... parce que j'extrapole à 1 200 000 personnes qui pourraient être touchées si on remplit les objectifs de la Commission européenne, c'est-à-dire plus de pratiquement entre 10 et 20 000 éoliennes à horizon 2020. Voilà. Donc ça, c'est les hommes. La deuxième atteinte au bien, pour répondre à votre question, c'est les animaux. Le bétail. Et donc le bétail, et là on a des exemples flagrants, je cite le cas de Puceul en Loire-Atlantique, un élevage de 300 têtes, au bout d'un an de 13 mois d'implantation de 8 éoliennes de 150 mètres de hauteur, on a 20% du cheptel qui est mort, donc c'est effarant, on a 60 bêtes qui sont mortes, on a des bêtes qui sont atteintes au point de casser les clôtures et de se sauver. Donc il y a bien quelque chose qui ne va pas. Qui les rend fous. Et qui les rend fous. Et ça, c'est simplement la problématique des infrasons émis par les éoliennes, dont personne ne parle. J'ai envie de dire que c'est un très bon exemple, parce que les hommes, on va toujours dire « Oh, mais vous aviez déjà des problèmes avant, vous étiez un peu psychotique, donc dégagez votre aise. » Les animaux, on ne peut pas les accuser d'avoir des problèmes intellectuels et psychiatriques. Absolument. Alors, donc ça, c'est pour le bétail. Si on... Peut-être que vous vouliez poser une autre question, mais si on continue sur les animaux, il y a un autre élément, ce sont les oiseaux.
Et les oiseaux, vous êtes un passionné d'ornithologie. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que la France est sur le couloir des grandes migrations. Oui, bien sûr. On a deux couloirs aviaires de migration. On a le nord-ouest qui longe toutes les côtes, qui part du nord et qui longe toutes les côtes, qui descendent jusque tout le littoral atlantique, jusqu'à la frontière espagnole, puis ils partent après vers l'Afrique, etc. C'est magnifique. Et même le principe des migrations, c'est quelque chose des oiseaux. Hein, c'est quelque chose de magique. De magique, oui, bien sûr. D'autant plus qu'on ne sait encore pas grand-chose sur cette fantastique aptitude qu'ont les oiseaux à faire 10 000 km comme ça et à revenir au même endroit. Et à revenir. Mais le dernier point qui est très riche dans votre livre aussi, c'est cette attaque du vrai, puisqu'en fait, toute cette affaire d'éoliennes, c'est un tissu de mensonges. Oui, absolument. Pouvez-vous nous en expliciter quelques-uns? Oui, sans être totalement exhaustif là-dessus, on n'aurait pas le temps, mais les mensonges les plus courants, ils sont... 10 heures de télévision. Oui, mais on peut les voir, ils sont simples, ces mensonges. Bon, on a parlé des 500 mètres, qui ne nuisent pas, ils prétendent que ça ne nuit pas aux hommes, on n'y revient pas. En revanche, il y a quand même une chose que peu de gens savent, c'est que c'est une bulle financière, cette affaire. C'est une bulle financière. Et pourquoi? Parce que le vent ne soufflant pas tout le temps, c'est une bulle financière et c'est aussi une atteinte au bon sens et à la pensée réelle, puisque l'objectif de tout ça, c'est de faire des énergies propres. Or, on sait que comme l'éolien, c'est quelque chose qui s'appuie sur le vent, que le vent ne souffle pas tout le temps, mais qu'est-ce qu'on fait? On met à côté, on est obligé de mettre à côté d'autres centrales thermiques qui, elles, polluent. Hein, voilà. Et ça, c'est un point, c'est l'affaire de l'Allemagne. Regardons l'Allemagne, les Grünen verts allemands ont influencé les gouvernements Schröder et autres pour arrêter le nucléaire. Ils l'ont arrêté. En arrêtant le nucléaire, ils ont du coup construit des éoliennes, des champs d'éoliennes partout, en se disant on va gagner sur tous les plans. La réalité, c'est qu'au bout de quelques années, ils ont été obligés tranquillement de mettre des centrales thermiques au charbon, parce qu'ils ont encore beaucoup de charbon, et l'Allemagne est un des pays les plus pollueurs du monde, le deuxième après les États-Unis. Et en France, nous subissons aussi les particules de carbone et le CO2 qui vient d'Allemagne par ces centrales-là. Ils en ont ouvert plus de 20. Or, vous rappelez que les mineurs meurent infiniment plus que les gens qui sont autour d'une centrale nucléaire. Bien sûr. Et que ça, c'est quand même le gros mensonge. Ça, c'est le gros mensonge. Nous allons diminuer l'émission des gaz à effet de serre. Alors que la France est exemplaire là-dessus. On est à 5,8 tonnes par habitant en France, là où les Allemands sont à plus de 10 tonnes. Et les Américains, alors là, c'est un sommet, ils sont à 13 ou 14 tonnes. Alors, vous attaquez aussi, vous montrez aussi combien la propagande de l'écologie est aussi un tissu de mensonges. Oui. Le réchauffement climatique, tutti quanti. Alors ça c'est... En fait, j'ai voulu regarder les racines avant de voir cette frénésie des énergies renouvelables, dont l'éolien est la majeure. Hein. Eh bien, j'ai voulu regarder un peu les racines du problème. Les racines, pour moi, sont cette croyance quasiment dogmatique dans un réchauffement climatique anthropique, c'est-à-dire du fait de l'homme. Donc, dans le livre, je démontre, avec des preuves scientifiques à l'appui, deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de preuve du réchauffement climatique. Il n'y a pas de preuve du réchauffement climatique du fait de l'homme. Par contre, il y a des falsifications du GIEC, le groupement interétatique sur le climat de l'ONU, émanation de l'ONU. Il y a eu des manipulations de textes, de résolutions, etc. Et ça, c'est pas du tout porté au public, porté à la connaissance du public. Donc c'est dans ce livre. Ça, c'est sur la partie réchauffement climatique. Après, accessoirement, je parle en plus, et ensuite le deuxième vecteur qui est évoqué par les écologistes politiques, je parle, qui est celui de la fin des énergies fossiles. Oui. Ah oui, les énergies fossiles disparaîtront certainement un jour, mais dire que c'est imminent, comme l'ont écrit certains scientifiques, à 2050, on n'a plus de pétrole, on n'a plus de gaz, on n'a plus rien, c'est complètement faux. On a une croissance de 52% entre les années 95 et 2015 des gisements prouvés. C'est suivi sur toute la Terre, il y a des certificats, etc. Donc tout ça est une blague. Et puis, alors, ce qui est assez très intéressant aussi, c'est que vous montez un petit peu plus haut dans la recherche et vous montrez combien tout ça est en fait le produit d'une manipulation à l'échelle mondiale pour
traduit la volonté d'un gouvernement mondial. Et pour obtenir ce gouvernement mondial, il faut maîtriser toutes les énergies. Absolument, absolument. Et ça veut dire la mutualisation des oui, énergies, ça veut dire la confiscation du pouvoir. Voilà. Et c'est évident. Et alors, là, quand on demande, vous devez avoir un plan de déploiement des énergies renouvelables, on s'aperçoit que derrière, c'est la volonté d'éradiquer, par exemple dans le modèle français, la production d'électricité pour laquelle nous sommes exemplaires et que nous vendons dans la balance commerciale française. La vente d'électricité est un point très important de notre balance commerciale. Mais ça, personne ne veut le dire. Et la Commission européenne voudrait maintenant que nous achetions l'électricité éolienne de l'Allemagne, parce qu'elle en a trop à un instant T. Alors, à propos de l'Allemagne, vous évoquez un homme que l'on va appeler Combandi, le Combandi, que je connais depuis très très longtemps. Ce brave homme, en réalité, sait qu'en Allemagne, il n'y a plus d'éoliennes, mais il nous les impose en France, et c'est un excellent agent, finalement, pour l'Allemagne. On a un petit peu oublié ça. On a oublié ça, et moi je me pose la question même de savoir quel est son intérêt dans cette affaire-là. Oui, il faudrait peut-être aller voir son compte en banque. Je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à aller creuser là-dessus. Non, mais sérieusement, parce que vraiment, d'ailleurs, ça lui a été reproché par un certain nombre de personnes. Alors, vous voyez, chers amis de Perles de Culture, que ce livre est extrêmement riche. Vous avez des pages très très jolies sur la beauté de la France. Vous citez Barès, et moi je connais, il est des lieux où souffre l'esprit. Et là, vous nous offrez un autre très beau texte. Il est des lieux qui tirent l'âme de sa léthargie, des lieux enveloppés, baignés de mystère, élus de toute éternité pour être le siège de l'émotion religieuse. Et vous évoquez les Saintes-Maries de la Mer, Sainte-Baume, Vézelay, les grottes des Hésies, la forêt de Brocéliande, Alise-Sainte-Reine, le Mont-Saint-Michel, la grande forêt des Ardennes et Domrémy. C'est vraiment un très joli texte de Barès, et nous vous en remercions. Je crois que ce livre est vraiment à avoir dans toutes les bibliothèques pour instruire tous vos voisins, toutes vos familles, tous vos voisins. Il est extrêmement clair. On croit tout savoir sur le sujet, et nous, c'est au moins la 4e émission que nous consacrons à ce combat contre les éoliennes. Mais votre livre, Alban d'Arguin, est un livre qui synthétique, un livre de combat, et qui est extrêmement clair. Donc, Éolienne, un scandale d'État, c'est publié chez Synthèse. Je rappelle, vous allez sur le site de Synthèse que l'on trouve à synthèse-édition.com. Nous allons terminer cette émission comme un point d'orgue, et nous allons vous faire entendre, chers amis de TV Liberté, une petite vidéo qui est marrante comme tout, qui est celle de Valérie Bernardo, que vous avez connue ici sur ce plateau, qui est entrée dans la bagarre parce qu'elle a acheté une belle demeure pour faire des chambres d'hôtes, et on ne lui avait pas dit que allait s'installer une gare de 500 éoliennes devant chez elle. Et donc tuer son activité de chambre d'hôte. Cette femme est aussi comédienne, et alors elle apostrophe Ségolène Royal avec un petit chapeau de paysan, et elle est drôlissime, et c'est bien agréable de pouvoir rire d'un sujet qui est aussi triste. Mais encore une fois, vous nous donnez des raisons d'espérer, parce que le combat est bénéfique et positif, et a des bons résultats. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alban d'Arguin. Et merci à vous. Vous nous préparez un autre livre de combat ? De combat, oui, ça restera toujours dans les axes du combat, mais pas sur les éoliennes. Non, pas sur les éoliennes. Bon, pour le moment, on ne dira rien de plus. Alors, à très vite pour une autre émission. Merci, Yann. Chers amis de TV Liberté, à la semaine prochaine. Bonjour, Mme Ségolène. Ségolène, je vais vous parler un petit peu des éoliennes. Alors, on produit plus d'électricité qu'on consomme. On exporte notre électricité, hein? Vous saviez pas? Non?
Alors, l'hydraulique, il représente à peu près 67% du renouvelable. Hein, les éoliennes, elles représentent que 3%. Hein, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Bah oui, on voit bien que les éoliennes, elles servent pas à grand-chose. Hein. Alors du coup, moi, je comprends pas. Là. Je comprends pas pourquoi vous faites une fixette sur les éoliennes. Hein. Surtout que ça fait boire le bouillon à EDF, hein, cette histoire-là. Hein. Hein. Et puis que derrière, eh ben, c'est nous qui payons. Hein. Ah bah oui, bah ça on le sait bien que c'est nous qui payons, hein. Oh bah ça oui. Hein. Alors, il y a les promoteurs, hein. Là on leur donne 3 fois le prix de l'électricité à eux, hein. Ah bah là on voit bien qu'il y en a quelques-uns qui s'en foutent plein les poches, hein. Alors, elles coûtent cher à l'État quand même ces éoliennes là. Bah oui, mais l'État, bah c'est nous. Alors, il y a un autre problème de taille. Hein. Les éoliennes, elles rendent les gens malades. Hein. Elles perturbent le radio, le téléphone. Elles perturbent aussi le corps humain, figurez-vous. Ben oui. Hein. Alors, les gens, ils attrapent des migraines, des vertiges, des acouphènes, des problèmes de l'oreille interne, hein, des problèmes de sommeil. Hein. Et puis, ils ont plus d'énergie. Voilà. Hein? Alors moi je vais vous dire, hein, chez moi, là, autour de chez moi, on veut mettre 450 éoliennes. Hein? Ça commence à faire beaucoup quand même. Hein? Alors là, Mme Ségolène, hein, on voudrait savoir combien de temps que ça va durer cette histoire-là. Hein? De bousiller la France comme ça, avec des machines hein, qui fabriquent même pas de l'électricité ou très peu. Hein? Et puis que derrière, on va nous foutre des centrales thermiques pour faire le relais. Hein? Nous, hein, on nous prend pour des cons, mais on l'est pas, figurez-vous. Parce que nous, à la campagne, on a tous compris hein, que cette histoire-là, c'est qu'une histoire de pognon. Voilà. Hein? Et que ici, chez moi, eh ben, je me sens pas respectée. Et que c'est nous qui trinquent. Alors, je vais vous dire, eh ben, nous, on a marre. Hein? Et on va pas se laisser faire.